En réalité, la Terre est une éponge gorgée d'eau, à la source même de la vie. Lorsqu'on s'enfonce dans le sol, on découvre un monde de jardiniers invisibles qui préparent la Terre à l'arrivée de l'eau. En passant et repassant à l'intérieur d'imperceptibles galeries, ces micro-arthropodes, dont la taille ne dépasse pas le 10e de millimètre, organisent une capillarité extrêmement fine qui va faciliter l'infiltration de l'eau dans le sol. Si l'on compare ces minuscules bestioles aux vers de terre, ces derniers apparaissent comme les géants du monde souterrain. Ils perforent littéralement le sol de leur galerie, permettent à l'eau de gagner les profondeurs et tiennent la terre à l'abri du dessèchement. Lydia et Claude Bourguignon s'intéressent beaucoup à ces animaux. Chercheurs en agronomie, ils ont créé un laboratoire indépendant d'analyse du sol. Oui, c'est incroyable la façon dont il cherche à rentrer. Ah oui, lui, il faut qu'il ait du contact sur sa peau. Ouais. Les vers de terre vont laisser beaucoup de mucus dans leur galerie, donc ces mucus vont faciliter la circulation de l'eau le long des galeries du ver de terre. C'est pour ça que quand il y a des sols qui sont riches en vers de terre, l'eau elle pénètre très facilement à l'intérieur parce que le mucus permet de mouiller et permet donc à l'eau de bien percoler à l'intérieur du sol et d'aller nourrir les racines et de permettre aux plantes de s'enraciner profondément. On voit que la faune, elle bouge. Des petites particules, des petites parties de terre. Donc quand on regarde, on voit qu'il y a énormément de trous. C'est la porosité, c'est comme une éponge. Donc quand il y a beaucoup de faune, quand il pleut, l'eau va rentrer dans le sol. Les racines, elles aussi, elles travaillent pour la porosité. Quand elles arrivent au contact de la roche, s'il y a une fissure, la racine, comme elle est grosse au départ comme un cheveu, c'est très très petit, elle va rentrer dans la fissure et grâce à ses acides, elle va décomposer, dissoudre la fissure. Ça va lui permettre d'élargir et elle va pouvoir grossir et en grossissant, elle va éclater le caillou et en éclatant le caillou, elle pourra descendre encore un peu plus profond. Pour se nourrir et progresser dans le sol, les plantes profitent de l'invention géniale que leur a fournie l'évolution. Ce sont des poils absorbants, fixés sur leurs racines, capables d'aspirer un liquide, mais aussi de communiquer avec leur environnement. La racine est capable d'allonger, mais de façon importante, ces poils absorbants, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir toujours être au contact de la terre, pour pouvoir se nourrir. Donc par ces poils absorbants, elle va sécréter des substances, soit des acides qui attaquent les cailloux, soit des sucs qui vont nourrir les microbes. Les microbes vont attaquer le caillou et le donner à manger à la plante. Donc il y a une vraie symbiose entre ce monde microbien et la racine. L'eau ainsi absorbée, mélangée aux sels minéraux puisés dans le sol, compose la sève qui va parcourir ses racines et remonter sous l'action du soleil jusqu'au sommet de ses feuilles. Les arbres ne disposent pas, quant à eux, de racines dotées de poils absorbants pour puiser l'eau dans le sol. Cela pourrait être un problème, car lorsqu'elles s'enfoncent dans les profondeurs de la terre, leur croissance nécessite d'énormes quantités d'eau. Mais si elles n'ont pas de poils absorbants, elles ont trouvé dans le sol un partenaire avec lequel elles ont inventé un système plus sophistiqué encore. Les racines des arbres s'associent avec un champignon minuscule, la mycorhize. La racine de l'arbre fournit au champignon le gîte et le couvert, en échange de quoi le champignon prospecte l'eau dans le sol. Le champignon, invisible à l'œil nu, va même jusqu'à créer un formidable réseau qui traque sans relâche la plus infime gouttelette d'eau. Lorsqu'elle rencontre une roche aussi dure que du granit, la mycorhize offre à la racine une pression décuplée, suffisamment puissante pour aspirer l'eau à travers le rocher. Et l'enjeu est de taille pour l'arbre. On le voit sur cette falaise qui suinte en plein été. D'énormes quantités d'eau sont emprisonnées dans la roche.
L'eau nourrit la planète tout entière. Mais comment fait-elle précisément? Autrement dit, comment apporte-t-elle la matière organique aux racines des plantes? Eh bien, c'est un autre personnage capital qui va l'aider dans cette mission. Un acteur des profondeurs. Majeur est pourtant l'un des plus mal aimés de la planète. Les bactéries, autrement appelées microbes. Ces travailleurs invisibles vont dégrader sans relâche les feuilles mortes, racines et autres cadavres d'animaux, les compacter, les concentrer et les rendre ainsi transportables par l'eau. Les microbes vont alors relâcher de grandes quantités de CO2 et au passage, les sels minéraux tellement nécessaires à la vie sur Terre. Quelles sont les conséquences à long terme de la surconsommation d'engrais? Qu'est-ce qui se passe au bout de la chaîne? Eh bien, si l'excès d'engrais entraîne le recul de la diversité des espèces végétales, cela se traduit forcément par un recul de la diversité des espèces animales, qui effectuent un travail dont nous dépendons entièrement. Cela va de la pollinisation des fleurs au stockage de carbone dans les sols. Ce qui signifie pour le sol? On peut dire qu'il perd en qualité, puisque la biodiversité de la Terre elle-même recule et que des espèces disparaissent. Ça entraîne l'arrêt d'un certain nombre de processus qui dépendent de ces animaux et micro-organismes et dont la Terre a besoin pour se régénérer. Ok, donc pour le moment, nous avons vu qu'il est préférable d'avoir un pré dont la biodiversité est riche, plutôt qu'un pré qui a été appauvri par les engrais. Mais ça, c'est vu d'en haut. Maintenant, voyons voir ce que ça donne vu d'en bas, car sous l'herbe, il se passe tout un tas de choses. Quoi? C'est ce que nous allons découvrir à l'aide d'un échantillon que nous allons prélever dans le sol. Allez Gunnar, du nerf. N'oubliez pas qu'il va falloir le ressortir. Viens là! C'est bon. Mon Dieu. Allez, on démoule. Bien. Super. Ça m'a l'air pas mal du tout. Merci beaucoup. Nous avons envoyé les échantillons des deux sols en laboratoire. En toute logique, il devrait y avoir plus d'animaux dans le sol où la biodiversité est riche. Nous allons voir maintenant si cela se vérifie scientifiquement. En principe, c'est dans le sol qu'on trouve la plus grande quantité d'espèces animales. C'est la partie la plus densément peuplée du pré. Mais pour l'instant, on ne voit pas grand monde. Pour faire sortir les animaux, les chercheurs ont recours à une méthode un peu particulière. Ce petit grillage placé au-dessus de l'échantillon produit de la chaleur, ce qui fait fuir les animaux vers le bas, où ils sont récupérés sur un plateau. Après plusieurs heures, on ouvre la boîte. Effectivement, on constate que les animaux se sont réfugiés là où on les attendait. Les animaux qui peuplent le sol participent tous, à leur manière, à la formation de l'humus, c'est-à-dire à la diversité du sol. Par exemple, les lombrics creusent des galeries qui rendent la terre meuble et permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer. Les arthropodes se nourrissent notamment de lombrics et de colamboles et leurs déjections nourrissent le sol. Les cloportes, eux, broient différents biomatériaux. On trouve aussi des larves de hannetons qu'on qualifie souvent de nuisibles. Mais leur voracité et donc leur déjection enrichissent aussi le sol de minéraux. Et les oiseaux raffolent de ces larves. Les colamboles ne mesurent que quelques millimètres, il faut un microscope pour les observer. Ils rongent et broient des matières organiques. Lorsqu'ils meurent, leur décomposition fournit de l'azote aux racines des plantes qui s'en servent pour leur croissance. Une fois de plus, le résultat est clair. Le sol en monoculture est pauvre en espèces animales, mais le sol dans lequel la biodiversité a été favorisée est plein de vie, ce qui n'empêche pas ses habitants d'être également menacés. Ce n'est pas l'utilisation du lisier ou du fumier qui explique cette différence, mais l'ajout d'azote supplémentaire présent dans les engrais artificiels. Il participe à l'extinction des espèces vivantes et empêche la croissance des champignons et des racines, ce qui a des conséquences importantes. Vous avez ici un sol qui provient d'un pré pauvre en biodiversité. On peut voir qu'il est très friable. Cela signifie qu'il n'est pas maintenu par des réseaux de racines. Mais lorsqu'on regarde cet échantillon-ci, qui lui provient d'un pré très riche en espèces végétales, on voit qu'il est beaucoup plus stable, car l'entrelac des racines et micro-champignons le rend solide. Une expérience simple à réaliser consiste à verser de grandes quantités d'eau
pour évaluer cette stabilité. Dans le sol riche, l'eau passe, mais la terre ne bouge pas. Dans le sol pauvre, on constate que la terre est emportée par l'eau qu'on y verse. C'est exactement ce que les chercheurs ont constaté sur leur parcelle expérimentale après la crue centennale de 2013. Si les sols pauvres ont eu tant de mal à se régénérer, c'est qu'ils avaient subi une forte érosion, ce qui n'était pas le cas pour les prés dits riches. Encore un argument de poids contre les monocultures et en faveur de cette biodiversité dont nous profitons tous.
commence avec le soleil et l'apparition des plantes à fleurs. La Terre invente un système stable où quelques éléments circulent en boucle. Oxygène, hydrogène, carbone, azote. Et sous sa cloche de gaz, la vie au chaud. Les plantes produisent de la matière organique, les feuilles tombent, les animaux meurent. Comment se déroule la transformation qui va permettre le recyclage de tous ces déchets? Car il faut bien que les plantes puisent leur nourriture de quelque part, de même qu'elles trouvent dans l'atmosphère les éléments pour leur respiration. Au sol, des milliers d'organismes se nourrissent des fragments de matière morte. La décomposition est la spécialité de certains. Sans eux, la planète serait couverte de déchets qui s'amoncelleraient. La Terre n'est pas qu'une matière inerte. Elle abrite la plus grande partie de la vie de notre planète. Racines, micro-organismes, vers de terre. Avec les bactéries mais aussi les arthropodes, les insectes, leur fonction est la reconstitution perpétuelle du sol. Les vers de terre constituent à eux seuls 70% de la masse totale de tous les animaux terrestres, hommes compris.
Apparus il y a près de 700 millions d'années, ils sont archaïques. C'est un annélidé de la famille des lombriciens. Il en existe plus de 4000 espèces, de quelques centimètres à plus de 3 mètres en Australie. On en trouve partout sur la surface du globe, excepté dans les régions polaires et les déserts. C'est un hermaphrodite qui pond des œufs et peut vivre jusqu'à 6 ans. Il respire par la peau, n'a pas d'yeux, mais est sensible à la lumière. Son ouïe très fine lui permet d'entendre arriver ses prédateurs. Il est constitué de 120 anneaux. Des pattes appelées soies lui servent à s'accrocher pour avancer. Il est muni d'une bouche et d'un anus, reliés par un tube digestif. Pour creuser ses galeries, il avale progressivement la terre devant lui, l'équivalent de son poids par jour. Elle transite dans son tube digestif et se mélange aux débris de matière organique. En déposant ses déjections à la surface du sol ou dans ses galeries, il approvisionne les racines en minéraux et renouvelle la couche d'humus. En 10 ans, le sol d'une prairie sera entièrement passé par les intestins des lombriques qui l'habitent, aéré, mélangé, enrichi depuis les horizons profonds. Un sol, c'est un écosystème, un équilibre entre composantes physiques, chimiques et biologiques. On a eu tendance à le considérer comme un support dont on pouvait corriger les carences. Une démarche qui a porté ses fruits puisqu'elle a permis de rendre les pays développés autosuffisants. Aujourd'hui, nos préoccupations sont toujours de nous nourrir, mais aussi de limiter les effets de notre action sur la planète. Ainsi, un sol sans vers de terre, c'est un sol qui ne se reconstitue pas. On peut le supplémenter en produits chimiques, mais les réserves d'humus s'appauvrissent, l'activité biologique ralentit. En les nourrissant d'engrais, on ne donne à la terre que des matières minérales, comme si nous ne nous alimentions que de vitamines. Mais le ver de terre ne fait pas que transporter la matière organique. Il creuse des galeries qui permettent le passage de l'eau, l'aération de la terre et la circulation des racines. Un mètre cube de terre, c'est 500 mètres de galeries creusées. Elles permettent l'écoulement de 170 mm d'eau à l'heure. Les inondations que l'on connaît dans le Midi, par exemple, sont souvent dues à la diminution des populations de vers de terre. Dans les vignes en particulier, car on y utilise du cuivre toxique pour eux. C'est tout un système de canalisation naturelle qui disparaît. Le sol est comme bétonné, l'eau ruisselle, la terre s'érode. Dans la chaîne alimentaire, chacun sert de proie aux uns et aux autres. De 1 à 5 tonnes par hectare, les vers de terre sont une masse de protéines importante pour de nombreux animaux. Bécasses, mouettes, blaireaux, taupes, hérissons, sangliers,
C'est un gigantesque réservoir de protéines pour plus de 200 espèces. Faire disparaître le ver de terre ruine le sol et provoque l'érosion. Avant l'intervention de l'homme, le désert constituait 11% de la planète. Il représente maintenant 32% et augmente à la vitesse de 10 millions d'hectares par an. 10 millions d'hectares en moins pour nourrir les hommes chaque jour plus nombreux. Un sol qui s'érode, c'est de la terre qui quitte une parcelle. Elle n'y rentrera plus jamais. Elle ne se renouvellera pas à l'échelle des générations humaines. Victime des labours profonds et des traitements chimiques, le nombre des vers de terre en sol cultivé est passé de 250 au mètre carré à près de 50 en quelques décennies. Comment trouver l'adéquation qui nous permettra de nous satisfaire tout en préservant l'équilibre biologique? Un équilibre sans lequel le cycle ingénieux que la Terre nous propose depuis des milliers d'années risquerait de ne plus tourner.